Bienvenue sur Pôle Actu. Spill the Politics. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pôle Actu. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la montée des extrêmes en Asie. Je ne vous en dis pas plus sur ce sujet car vous allez tout découvrir dans les minutes qui suivent. Dans ce podcast, on sera avec Olivia, Nora, Johan Et Lina. Depuis plusieurs années, l'Asie connaît une montée préoccupante des extrêmes, qu'ils soient politiques, religieux ou idéologiques. Ce phénomène, loin d'être uniforme, prend des formes variées selon les contextes nationaux, nationalisme exacerbé, radicalisme religieux, autoritarisme renforcé ou encore mouvement populiste. Il s'inscrit dans un contexte de profonde transformation sociale, économique et géopolitique, comme l'urbanisation rapide, les inégalités croissantes, les crises identitaires, les tensions frontalières ou encore un repli sur des valeurs traditionnelles face à la mondialisation. Dans ce vaste continent marqué par une grande diversité culturelle, historique et politique, ces dérives extrémistes fragilisent souvent la démocratie, alimentent les conflits internes et remettent en question les équilibres régionaux. Ainsi, Pôle Actu vous propose aujourd'hui d'explorer ce sujet en abordant les causes de cette montée des extrêmes, les pays concernés et enfin les conséquences et réactions engendrées. Dans de nombreux pays asiatiques, les régimes démocratiques sont récents, instables ou seulement partiellement démocratiques, ce qui laisse un vide que l'autoritarisme et l'extrémisme prennent plaisir à combler. La montée de ces extrêmes se justifie souvent par un rejet des élites qui sont jugées corrompues et au service de l'Occident. Aux Philippines, Rodrigo Duterte a su rallier une grande partie de la population en promettant une lutte sans merci contre le crime et la drogue. Mais derrière ce discours de fermeté se cache une gouvernance brutale, en dehors des cadres juridiques, avec des milliers d'exécutions extrajudiciaires. Pourtant, son autoritarisme a été perçu comme une forme de protection, dans un pays où les institutions sont faibles et où l'insécurité est réelle. En Chine, le Parti communiste, sous la direction de Xi Jinping, a recentralisé le pouvoir de manière extrême. Le parti utilise également la surveillance numérique, le culte de la personnalité et la répression des voix dissidentes, montrant une dérive autoritaire justifiée par la promesse de stabilité et de grandeur nationale. L'idée selon laquelle l'autorité forte serait plus efficace que la démocratie séduit une partie de la population, surtout dans un contexte d'instabilité mondiale. Ce besoin d'ordre, de stabilité ou bien même de sécurité, notamment dans les sociétés où la corruption et où les conflits internes sont fréquents, alimente donc la montée des figures fortes et parfois extrêmes, capables de remettre en cause le mécanisme démocratique sans perdre le soutien populaire. La montée des extrêmes en Asie s'appuie aussi sur une instrumentalisation des identités nationales, religieuses ou ethniques, souvent au service d'un projet politique. Le discours « eux contre nous » est un puissant levier utilisé par de nombreux gouvernements pour fédérer une majorité autour d'un ennemi commun. En Birmanie, qu'on appelle aussi Myanmar, les militaires ont encouragé une idéologie nationaliste bouddhiste qui a servi de justification à la persécution des Rohingyas, une minorité musulmane. Ces violences ont été perçues par certains comme une défense de l'identité nationale face à une population considérée comme étrangère. En Chine, la situation des Ouïghours montre un extrême contrôle de la population au nom de la lutte contre l'extrémisme religieux. Camps de rééducation, surveillance de masse, suppression des pratiques religieuses, autant d'exemples d'un extrémisme d'État visant à uniformiser les pratiques culturelles du pays sous prétexte d'unité nationale. Enfin, au Japon et en Corée du Sud, bien que les démocraties soient plus stables, on assiste aussi à une montée du révisionnisme historique, du nationalisme territorial et à des crispations identitaires dans les discours politiques. Ces stratégies consistent à mobiliser les émotions collectives telles que la peur, la fierté ou la colère pour renforcer l'adhésion à un pouvoir qui se présente comme le seul capable de défendre la vraie identité nationale. Cela permet au gouvernement de détourner l'attention des problèmes sociaux ou économiques en désignant des boucs émissaires internes ou externes. Ce que nous pouvons constater aujourd'hui, c'est que cette montée des extrêmes s'étend au-delà des pays historiquement connus pour ces dérives, tels que la Chine ou l'Inde. Petit à petit, des pays considérés comme étant plus stables ou plus modérés basculent. C'est le cas du Pakistan où certains partis religieux ultra-conservateurs gagnent du terrain et pèsent de plus en plus dans la vie politique. Le pouvoir en place fait preuve d'une importante inactivité face à cette montée d'idéaux antidémocratiques. Il se peut même parfois que certains partis s'appuient sur eux pour éviter de perdre leur électorat. En raison de ce taux de corruption, les minorités religieuses vivent dans un climat de peur permanente, encouragé par des lois de plus en plus sévères mises en place par ces mêmes groupes. Nous pouvons par ailleurs prendre l'exemple de l'Indonésie, un pays classé comme étant démocratique qui, depuis quelque temps, on remarque une montée de discours conservateurs, spécifiquement lors des périodes électorales. Des tensions liées à des questions identitaires ou religieuses persistent de plus en plus, mettant en péril l'équilibre du gouvernement. Comme beaucoup de pays, ce glissement vers les extrêmes se fait de façon progressive en passant par des stratagèmes tels que la dédiabolisation d'un parti. Cependant, à mesure que le gouvernement cède à la pression de ces groupes radicaux, il participe ainsi à leur popularité grandissante.
Nous constatons donc que ces dérives extrêmes commencent ici simplement par des discours polémiques avant de se transformer au fil des ans en véritables politiques de rejet et de contrôle. C'est ainsi que l'on constate la façon dont l'engrenage de la montée de ces extrêmes se met en place. Enfin, dans une dernière partie, nous allons donc voir les conséquences de cette montée des extrêmes et les réactions du peuple principalement, ou encore des organismes internationaux. Ainsi, dans certains pays, les dirigeants profitent de la peur des extrêmes pour renforcer leur contrôle sur la population. On peut donner l'exemple de la Chine, où le gouvernement surveille de plus en plus la population avec des caméras ou encore des réseaux sociaux et impose des lois très strictes à Hong Kong. Il justifie cela par la lutte contre le terrorisme ou la radicalisation. En outre, en Inde, le gouvernement a modifié des lois et adopté une loi sur la citoyenneté. Celle-ci est vivement critiquée car elle exclut les musulmans de la société. En décembre 2019, le gouvernement indien a adopté la Citizenship Amendment Act, ou CAA, dans plusieurs villes, comme Delhi, Mumbai, Kolkata, Hyderabad ou encore Bangalore. C'est une loi qui facilite l'obtention de la nationalité indienne pour les réfugiés venant de pays voisins, à condition qu'ils ne soient pas musulmans. Cela a été vu comme une loi discriminatoire par beaucoup car elle exclut directement une religion et donc une communauté entière. Certaines manifestations ont été violemment réprimées par la police, notamment à Delhi en février 2020, où des affrontements ont fait plus de 50 morts, principalement parmi la communauté musulmane. À l'international, la loi CAA et les répressions ont été critiquées par plusieurs organisations internationales comme Amnesty International, Human Rights Watch et même par l'ONU. Ensuite, certains gouvernements modifient les lois électorales ou la constitution pour rester au pouvoir plus facilement, notamment en Thaïlande où une nouvelle constitution permet aux militaires de garder beaucoup d'influence même après des élections. Ou encore au Japon où certains dirigeants veulent changer la constitution pour que l'armée puisse jouer un rôle plus important, ce qui inquiète une partie de la population. En Thaïlande, beaucoup de gens sont descendus dans la rue pour demander plus de démocratie. Cependant, au Japon, les citoyens sont partagés. Certains soutiennent cette réforme, d'autres la craignent. Ainsi, avec une montée des idées paraissant extrêmes, on assiste à une division du peuple. La stratégie politique, utilisée depuis l'Antiquité, diviser pour mieux régner, peut ici être appliquée au contexte politique et social de ces pays. Heureusement, certains pays essayent aussi de résister aux extrêmes en renforçant la démocratie et les droits des citoyens. On pense notamment à Taïwan, où on lutte contre les fausses informations et on protège les minorités. En 2019, par exemple, Taïwan est devenu le premier pays asiatique à légaliser le mariage homosexuel et reconnaît officiellement plusieurs groupes autochtones en leur donnant des droits culturels, linguistiques et politiques spécifiques. Des efforts sont faits pour préserver leur langue et traditions. Enfin, en Corée du Sud, des réformes sont faites pour lutter contre la corruption et améliorer la transparence. Par exemple, la loi anticorruption, appelée la Kim Young-ran Act, adoptée en 2016, elle limite les cadeaux, repas ou services que les fonctionnaires, enseignants ou journalistes peuvent recevoir. Elle vise à réduire les pratiques de favoritisme ou de pot de vin dans la vie quotidienne et dans l'administration. Accompagné de cela, le gouvernement a créé une nouvelle agence anticorruption indépendante, le CIO, Corruption Investigation Office, chargée donc d'enquêter sur les hauts fonctionnaires, juges ou procureurs. Ces réformes sont souvent bien accueillies, mais elles peuvent être menacées si le pouvoir change ou si des tensions apparaissent à nouveau. Nous pouvons donc conclure que la montée des extrêmes en Asie se caractérise de plusieurs manières et dans plusieurs pays. Cette montée dépend souvent du contexte politique, géopolitique, historique, social et culturel de ces territoires, comme dans les autres régions du monde. Ces partis extrémistes s'appuient sur la peur et la désignation de minorités comme cible afin de parvenir à leurs idéaux. Cependant, malgré ces basculements inquiétants, certains partis et groupes d'opposition se démènent dans l'objectif de maintenir la démocratie en place. Malgré les corruptions qu'il peut y avoir au sein des différents pouvoirs en place, nous espérons ainsi avoir pu vous éclairer sur la montée des extrêmes en Asie et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Paul Actu, Speed the Politics. Bisous!